Bonjour à tous, à mon tour de vous présenter l'intégration et puis les conclusions issues du projet Source2Sync dans une version un petit peu plus courte que ce que vous a présenté Manu. Donc, comme vous l'a expliqué Sylvain en début de séminaire, on est passé avec cette approche Source2Sync d'une approche basino-centrée à une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique, on dit, qui prend en compte tout ce qu'on a dans l'environnement. Et cette approche holistique nous demande en fait d'intégrer, pour regarder l'évolution de nos petits grains de sable, nous demande d'intégrer les contextes géodynamiques, les processus transitoires et d'intégrer des concepts de propagation des flux dont on n'avait pas forcément l'habitude au début. Donc, une vision holistique. Pardon, excusez-moi. Donc, je voulais insister aussi sur le fait que cette vision du Source2Sync a des implications pour les réservoirs. C'est la question centrale ici pour le projet, mais elle a des implications pour pas mal d'autres disciplines, d'autres domaines de compétences, type les mines, mais aussi pour l'environnement, pour les risques et pour l'hydrologie. Donc, cette vision holistique, elle doit l'être dans l'espace, donc au travers des domaines orogéniques, cratoniques et de marche passive, qui sont tous souvent interconnectés entre eux. Et puis, elle doit l'être aussi dans le temps, parce que les sources multiples et les sinks multiples sont interconnectés entre eux, comme je viens de vous dire, mais aussi peuvent évoluer dans le temps et devenir source et sink, évoluer de source à sink ou de sink à source. Donc pour les domaines orogéniques, les cas d'étude étaient bien sûr les Pyrénées. Le domaine cratonique, la question des domaines cratoniques a été traitée par le craton des Guyanes, par toutes les études sur l'Ouest Europe, comme on a vu ce matin, et puis les domaines marge passive par les études en marge Guyana-Suriname et en golfe de Gascogne. Et donc, je vous le disais, la question centrale, c'est vraiment comment être plus prédictif sur les propriétés de nos sédiments qui vont se déposer dans nos bassins. Et pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre quels paramètres dirigent le système de routage sédimentaire, le fameux Sediment Routing System. Et pour ça, il faut à la fois contraindre l'évolution de la source, donc en profondeur et à la surface, ce qu'on a un petit peu moins l'habitude de faire, quantifier bien sûr les stockages transitoires ou pérennes dans les bassins, et bien sûr comprendre les drivers de tous les transferts de sédiments dans tous ces différents contextes. Les drivers, les grands drivers, on les connaît, ce sont les drivers climatiques, tectoniques et les grands processus géodynamiques. Ces drivers sont interconnectés entre eux. Il y a des rétrocontrôles entre chacun de ces drivers. Et donc, pour répondre à cette question de prédire une propriété sédimentaire, il faut aussi comprendre les interactions entre ces différents grands processus. Pour répondre donc à cette question qui est très, très globale, nous avons fourni, vous l'avez vu tout au long de ce séminaire, un certain nombre de documents d'intégration, à la fois des cartes Source2Sync qui intègrent à la fois les zones sources, la paléosource, les érosions dans les sources, mais aussi toute l'évolution des bassins sédimentaires dans un contexte tectonique, géodynamique et cinématique. Nous avons également produit des nouveaux types de documents qui sont des Wheeler, des diagrammes de Wheeler qui sont augmentés de l'évolution dans le temps des zones sources. Et puis nous avons produit tout un tas d'études de mass balance pour pouvoir comprendre les processus premier ordre derrière les flux, les grands flux ou les grands mouvements de masse sédimentaires. Donc tout ça, ça nous donne tout un panel d'outils pour comprendre notre système de routage sédimentaire dans l'espace et dans le temps. Et ça a l'avantage aussi de nous permettre de valider de façon croisée les résultats qui ont été fournis, apportés par différentes disciplines. Donc ça conforte un peu ce qu'on a compris ou pas compris à chaque fois pour chaque système de routage sédimentaire. Nous travaillons aussi à l'élaboration d'un vade-mecum du Source2Sync, comme vous l'a montré Sébastien Casteltor hier. Donc là où nous proposons un état des lieux, la philosophie, une explication un peu globale de la vision du Source2Sync, mais également un cookbook, c'est-à-dire une liste des méthodes qui peuvent servir pour qui voudrait conduire une étude géologique avec un esprit Source2Sync. Si on voudrait mettre en avant quelques points originaux, quelques faits marquants, comme on dit ici à Total, on pourrait ressortir l'étude de la reconstruction des zones sources qui a été proposée ici et développée notamment
Alexandre Ortiz, où on voit en fait qu'on arrive à reconstituer les unités à l'affleurement en combinant, en compilant toutes les études structurales et toutes les données, toutes les coupes en fait équilibrées, mais également en combinant aussi l'étude des données thermochronologiques par une modélisation 3D, et tout ça replacé dans une cinématique. Et donc, du coup, en replaçant toutes ces données sur des lignes temps, on peut avoir une évolution de notre zone source et la comparer directement au remplissage dans nos bassins dans les diagrammes de Wheeler classiques. Une deuxième technique originale à laquelle nous avons participé dans le projet, c'est le développement de cette technique uranium thorium hélium sur les hématites et les goethites, technique de datation des altérations qui visait à répondre à un challenge majeur, je pense, de ces dernières années, qui est de dater le paysage. Ici, vous avez une magnifique photo caractéristique du relief dans le sud-américain. Vous avez ces grandes surfaces d'aplanissement dont on a classiquement l'habitude de se servir pour en déduire des mouvements verticaux, voire des volumes de sédiments. Et donc, l'idée est de dater les profils latéritiques portés par ces surfaces d'aplanissement pour dater justement l'évolution de ce paysage. Si maintenant on place les résultats, une grande partie des résultats du projet dans une perspective géodynamique, donc je vous propose de reprendre un cycle de Wilson simplifié par rapport à ce que vous a montré Manu précédemment, et pour simplifier les choses qui tournent dans le sens contraire, où on représente ici donc les résultats du source to Sing Guyane, principalement par le rift. Excusez-moi, je vais mettre un pointeur, voilà, principalement par les étapes de rifting, les étapes stables, et puis une petite partie orogénique ici pour le flux sédimentaire qui vient des Andes. Et puis le compressif est représenté plutôt par l'autre hémisphère de ce cycle de Wilson, avec les phases stables et puis les phases early, et post-orogéniques. Donc, je vous propose de regarder les résultats du projet donc, sur un diagramme en étoile, où, attention, les échelles sont logarithmiques. Et donc, chaque point est contrôlé en fait par un résultat du projet. Donc, si vous prenez par exemple cette courbe rouge qui correspond au taux d'érosion fourni à la fois par la thermochronologie basse température, mais aussi les données d'incision par géomorphologie, et vous regardez aussi les taux de sédimentation dans les bassins. Donc, ici en jaune, vous avez le bassin d'Aquitaine et en marron, le golfe de Gascogne. On voit, donc ça c'est contraint par les études classiques de sismique et les compilations des profils sismiques dans les bassins. On voit une très bonne corrélation, bien sûr, entre l'augmentation des taux d'érosion et l'augmentation des taux de sédimentation dans le bassin d'Aquitaine. On voit également le décalage de phase entre le remplissage de l'Aquitaine et le remplissage du golfe de Gascogne ici. Et puis, on voit ces mouvements verticaux post-orogéniques un peu anomaliques. On voit donc du coup ce qui soulève du coup la question du driver de ces mouvements post-orogéniques dont on a parlé plusieurs fois pendant le séminaire, et qui implique peut-être de regarder aussi des mouvements plus grande échelle pour expliquer des mouvements verticaux dans la chaîne de montagne alors qu'on n'est plus en convergence. Si maintenant on met sur le même diagramme les résultats qui proviennent de l'étude Source to Sing Guyane, donc vous avez entièreté bleu foncé les données d'érosion, d'exhumation produites par la thermochronologie basse température, et en bleu clair les données de sédimentation, donc en 1D1 toujours, les taux de sédimentation dans les bassins Foz et Amazonas. Ce qu'on voit aussi à premier ordre, c'est une assez bonne corrélation entre les érosions et les dépôts, surtout dans cette période early rift. Peut-être que le maximum du Saint-Rift est un peu décalé en termes de taux de sédimentation, ce qu'on explique par des contrôles très locaux de la structure du rift pour les déposants des sédiments, et aussi potentiellement de la thermicité. Ce qu'on voit globalement quand on regarde les résultats comme ça sur ce diagramme en araignée, c'est qu'on arrive finalement en comparant les Pyrénées par exemple et les Andes, les Pyrénées et les Andes, à des ordres de grandeur qui sont assez comparables, malgré qu'on regarde une chaîne toute petite et une zone qui est à l'échelle d'un demi-continent. Mais en fait, si on se place maintenant en termes de volume de sédiments, on voit tout à fait l'implication que ça peut avoir sur
l'implication que peut avoir, excusez-moi, le réseau de drainage sur ces volumes de sédiments. Donc ça, c'est les résultats qui ont été produits par les thèses d'Artyom Loparev et d'Alexandre Ortiz. Et donc là, vous voyez très très bien le fait que le domaine Guyana-Suriname draine beaucoup plus de sédiments, un volume beaucoup plus important, de voire 1, voire 2 sortes de grandeur plus grand. Et vous voyez aussi que le golfe de Gascogne a un volume de sédiments bien plus important finalement que le bassin d'Aquitaine, bien qu'il soit conséquent à une érosion plus faible. Et donc tout ça mis ensemble, ça montre en fait l'importance de bien regarder les réorganisations des réseaux de drainage et les réorganisations des réseaux de drainage qui ont une importance tout particulière quand on travaille à l'échelle d'un craton, parce qu'on est dans des zones où finalement on a des érosions très faibles, il ne se passe pas grand-chose, mais on peut drainer des volumes de sédiments qui sont considérables. Si maintenant on regarde l'érosion, les processus d'érosion dominants, ce qu'on a vu surtout avec le sourcing Guyane, mais aussi le sourcing West Europe, c'est qu'on a dans les zones stables, si le climat le permet, c'est-à-dire si on a suffisamment d'eau, de pluviométrie, une érosion chimique qui peut être le processus dominant important, donc de l'érosion chimique et pas physique, comparé à ce qu'on peut avoir dans les zones orogéniques. Et ça a été montré par les résultats donc, de datation uranium, thorium, hélium, comme je vous l'ai parlé tout à l'heure, sur les profils d'altération et par l'étude des paysages, ici un exemple du Massif central. Et donc on a montré qu'en fait le contexte climatique va influencer le paysage, la génération du paysage, mais peut aussi du coup driver dans ces périodes stables où on a peu d'érosion onshore, peut driver du coup la production de sédiments et potentiellement la qualité. Et ça, c'est quelque chose à mettre en lumière avec ce qu'on retrouve dans les bassins. Donc, vous avez ici l'évolution du contenu carbonaté au cours du temps dans les bassins Foz d'Amazonas et Guyana-Suriname. Mais si vous regardez Foz d'Amazonas, typiquement, vous avez l'élaboration de ces grandes plateformes carbonatées au Cénozoïque qui se fait en regard exact du moment où on est en train d'altérer à fond le continent. Et donc, on peut imaginer qu'on a laissé la place pour développer ces grandes plateformes carbonatées ou alors qu'on a exporté plus de calcium pour mettre en place ces grandes plateformes carbonatées. Donc, il y a un lien à faire entre onshore et offshore, pas seulement en termes de particules, mais aussi en termes de chimie. Si maintenant on replace les drivers dont on a parlé au début, on se rend compte qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que le triangle tecto-climat-géodynamique et qu'il faut surtout intégrer, et ça c'est un message important que j'adresse aussi à la communauté, qu'il faut surtout intégrer les réorganisations des réseaux de drainage pour les domaines plutôt stables dans notre compréhension du sediment routing system, que ce soit en post-rift, en continent stable ou même en post-orogénique. Maintenant, on regarde les implications de ce qu'on a compris et qu'on regarde un peu les réservoirs connus. On peut s'attacher à essayer de regarder dans le rétroviseur des découvertes en Guyana-Suriname où les réservoirs sont jurassiques. Donc là, on est en période post-rift, clairement. Et donc là, on sait maintenant, avec notre approche, que pour comprendre les exports de sédiments, il va falloir s'attacher, comme on a des mouvements verticaux faibles, il va falloir s'attacher aux réorganisations des réseaux de drainage et à bien comprendre où vont être érodées, quelles sources vont être érodées et où elles vont être érodées. Si on prend un exemple un peu plus proche de nous et d'un réservoir assez connu qui est daté de l'Early orogénique, on peut regarder le réservoir de Lussagné ici dans le nord Aquitaine et on se rend compte que ce réservoir de Lussagné, finalement, on le comprend assez bien parce qu'il est rempli par une source non orogénique, donc qui serait le Massif central, et que les grains ont eu une longue distance de drainage, donc suffisamment de temps pour devenir plus matures. Et puis finalement, si on voudrait prédire où est-ce qu'on aurait le meilleur réservoir clastique avec notre étude pyrénéenne, et on vous répondrait qu'il faudra aller voir le tortonien dans le golfe de Gascogne, où là, on va avoir le plus long drainage, qui va être longitudinal à la chaîne, qui va être long en distance et qui va drainer des sources à la fois orogéniques, où on aura décapé notre couverture carbonatée, donc vraiment des sources plus
des sources orogéniques et des sources recyclées dans le bassin d'Aquitaine. Donc on va avoir double potentiel pour avoir les meilleurs grains de sable possibles. Donc, si on reprend maintenant nos questions d'origine, quels paramètres contrôlent le système de routage sédimentaire? Pour répondre à cette question, on a montré qu'il faut vraiment faire une validation croisée de nos résultats et d'appliquer pas seulement des techniques de sédimentologie, mais aussi de la tectonique, la géodynamique et la géomorphologie, que la reconstruction des sources est primordiale pour comprendre les sédiments qui se sont déposés dans les bassins, qu'il faut aussi inclure les variations climatiques pour comprendre les flux sédimentaires, et enfin qu'il ne faut pas hésiter à dézoomer et intégrer les mouvements mantéliques pour comprendre les réorganisations de réseaux de drainage à grande échelle. Les challenges qui restent sont nombreux et ils sont surtout maintenant sur les nombres, sur la quantification à la fois des âges, des taux et des incertitudes. On peut imaginer, il faudrait améliorer donc, ces études de mass balance qui marchent déjà très bien, mais en incluant tous les processus in situ. Je pense bien sûr à toutes les transformations chimiques, mais aussi aux sédimentations in situ type hémipélagique. Je pense aussi à incorporer les événements plus court terme, type extreme events, dans nos bilans et dans nos flux sédimentaires. Inclure les transformations chimiques dans cette approche source to sink. Et tout ça, ça passe par la compilation de données, parce que les données, elles sont là, donc la compilation de big data et la modélisation 3D, qui couple à la fois processus de surface et processus en profondeur. Voilà, donc je vais finir cette présentation par un grand merci à toute l'équipe du projet Source to Sink. J'espère n'avoir oublié personne dans cette liste. Merci pour justement l'esprit d'équipe, votre enthousiasme, votre positivité, qui ont permis de construire vraiment tous ces documents d'intégration. Je pense qu'on a vraiment fait un travail extraordinaire avec vous et j'espère qu'on va bientôt sortir tous ces documents qui feront date pour la compréhension des systèmes source to sink. Et puis, je voudrais adresser une petite mention spéciale pour les étudiants, les postdocs et les thésards du projet, à qui je souhaite vraiment de trouver leur place dans ce monde des géosciences qui est chamboulé en ce moment et pour qui j'ai une pensée toute particulière. Merci à tous et n'oubliez pas d'aller consulter le site pour plus d'informations sur le projet.